La France est trop frileuse, elle doit reconnaître la force politique des soulèvements actuels dans le monde arabe. C'est l'appel lancé par Claire Talon et Salam Kawakibi, chercheurs au Centre arabe de recherche et d'études politiques de Paris. Bonsoir Claire Talon et bonsoir à vous Salam Kawakibi. On va commencer avec vous Claire Talon et ce rappel de titre que l'on vient d'évoquer. La Turquie va donc vraisemblablement intervenir en Libye. Pourquoi selon vous? Pourquoi les Turcs interviennent en Libye? Bon, on a clairement une lutte d'influence régionale de longue date, depuis un moment déjà, entre la Russie et la Turquie. Mais selon moi, la Turquie se sent autorisée à intervenir en Libye dans une large mesure parce que la communauté internationale a manifesté depuis de longs mois son incapacité à imposer un cessez-le-feu, à imposer une solution non militaire et notamment à soutenir l'avènement d'une société civile qui refuse officiellement, explicitement, tout régime militaire en Libye. Et de ce point de vue-là, la France n'est pas la dernière à jouer un jeu extrêmement trouble. Justement, Salam Kawakibi, pour qu'on comprenne bien par rapport à ce que dit Claire Talon, on a un gouvernement à Tripoli qui est reconnu par l'ONU, et la France également, et on a le maréchal Haftar qui, lui, règne comme l'homme fort dans l'est du pays. Il y a une guerre civile. Claire Talon disait cela, il me semble, parce que la France est accusée de soutenir un peu les deux, au fond. Quel est votre sentiment? Je crois que la France soutient plutôt le général Haftar dans un axe égypto-émirati français. Ouais. Même au sein de l'Europe, il y a un problème avec l'Italie, qui reconnaît à juste titre le gouvernement légitime de Tripoli. La Turquie, comme elle a essayé longtemps de rester sur les bancs des témoins en attendant une avancée sur le dossier, il n'y a pas eu cette avancée. Et ses alliés, il faut reconnaître que aussi le gouvernement de Tripoli, après la signature d'un accord très important concernant les eaux territoriales, devient un allié inconditionnel de Erdogan. En fait, j'allais vous dire que le conflit s'internationalise avec l'entrée en scène de la Turquie, mais c'était déjà le cas avec l'Égypte qui est déjà intervenue militairement. L'Égypte intervient militairement. Il y a des avions qui bombardent quotidiennement le sol libyen, du côté qui décolle des aéroports égyptiens. Il y a aussi des mercenaires russes par milliers. Maintenant, on parle même que la Turquie envoie aussi quelques mercenaires syriens qu'elle recrute au sein des forces rebelles qu'elle contrôle au nord de la Syrie. Je crois que ça va être... samedi, c'est une date cruciale d'après les dernières nouvelles. Ou bien on arrive à un cessez-le-feu et à respecter les accords qui ont été signés même ici à côté de Paris, sous l'égide de M. Macron, ou bien il va y avoir un conflit régional où on ne verra plus entre l'Égypte et la Turquie notamment, directement, et derrière eux, il va y avoir plusieurs forces régionale et internationale. Claire Talon, vous avez évoqué la position de la France dans ce conflit. On va parler de votre tribune maintenant. Vous avez tous les deux signé dans Le Monde il y a quelques jours. Pourquoi trouvez-vous la France timorée? Prenons par exemple la révolte populaire qui gronde en Algérie depuis maintenant des mois. On a appris tout à l'heure, on le disait, la libération de dizaines de détenus de ce mouvement, du mouvement du Hirak. Que reprochez-vous à la France au juste? En fait, je ne trouve pas la France particulièrement timorée. Je trouve que la France est très impliquée finalement dans ce qui se passe dans la région depuis le début du printemps arabe. Mais je trouve qu'elle a mal choisi ses interlocuteurs. Et surtout, elle fait des choix diplomatiques qui vont, dans une large mesure, à rebours de l'histoire. C'est-à-dire qu'au lieu de choisir de soutenir et d'accompagner l'ébullition sociale, finalement, à laquelle on assiste, qui est manifeste et que personne ne peut nier, dans l'ensemble de la région, elle a, depuis un certain moment déjà, choisi de nouer une alliance privilégiée avec l'axe contre-révolutionnaire, c'est-à-dire les Émirats, l'Arabie Saoudite, l'Égypte. Pourquoi, selon vous? Je pense que de toute évidence, il y a des intérêts économiques qui sont en jeu, mais je pense qu'aussi ça répond à une vision
géopolitique profonde de ce qui se passe dans la région, qui est profondément biaisée et profondément triste, puisque, au fond, c'est choisir de lire la réalité politique, sociopolitique du monde arabe à travers un prisme qui est, en gros, islamiste contre militaire. C'est ça, vous expliquez que la France, elle a cette position parce qu'elle a peur que ces mouvements, ces aspirations qu'elle juge, disons-le, légitimes aujourd'hui, soient récupérées par des partis islamistes. Donc, par exemple, on préfère s'accommoder, encore une fois, d'Abdel Fattah al-Sisi en Égypte. Oui, alors il y a d'une part la crainte d'une récupération islamiste, la crainte d'une expansion du terrorisme islamique, mais il y a aussi, je pense, de manière encore plus profonde, une difficulté à percevoir la réalité des évolutions politiques, puisqu'on est dans une espèce d'accaparement massif du politique par les citoyens. C'est ça qui se passe aujourd'hui dans le monde arabe. Ça, c'est une réalité qui est difficile, une réalité sociale et sociétale, qui est en fait un bouleversement sociétal qui est difficile à comprendre, à saisir. Et surtout, ce qui est difficile là-dedans, c'est d'en identifier les acteurs. Et je pense que non seulement la France, mais l'Europe en général a énormément de mal avec l'idée même des sociétés civiles. Ouais. Mais justement, vous dites qu'il faut trouver le bon interlocuteur, mais prenons l'Algérie aujourd'hui, prenons le Liban aussi d'ailleurs, j'allais dire dans une autre mesure, prenons l'Irak, mais avec qui la France pourrait-elle discuter dans le mouvement de contestation en Algérie? Il y a des figures en même temps, remarquez, qui ont été libérées, notamment ces dernières heures. Il y a des figures, en Algérie surtout, il y a des figures, mais il vaut mieux peut-être qu'on ne discute pas avec eux en ce moment, parce que la rue algérienne est très susceptible à toute ingérence étrangère. Ouais. Que ce soit pour soutenir le régime en place ou pour soutenir le mouvement contestataire. Très sensible. Mais au moins, il ne faut pas montrer des gestes de soutien au régime en place. Donc pour vous, la France, par exemple, n'aurait pas dû reconnaître l'élection du président algérien récemment ? Reconnaître peut-être avec des mots très, très, très vagues. Oui. Mais ce n'est pas la peine de féliciter ou de se féliciter de ces résultats. J'ajouterais une chose, ce qu'elle vient de dire Claire. Il y a, malgré le nombre important de chercheurs qui travaillent sur la région, sur le monde arabe, que ce soit Afrique du Nord ou Moyen-Orient, notamment en France, il y a une méconnaissance au niveau politique des sociétés arabes qui est épatant. On ne sait pas avec qui parler. Souvent, on pense que ceux qui nous ressemblent, c'est eux seulement qui représentent la société civile. On stigmatise tout le monde. S'ils sont un petit peu croyants, on va les qualifier d'islamistes. Qui croient à l'islam, à la démocratie et qui s'associent avec l'islam, on ne va pas les croire, on va se moquer d'eux parce qu'on est basé sur des prismes très, très figés que certains de nos orientalistes, dans la définition très négative de l'orientalisme, parce que l'orientalisme il a une définition très large, nous imposent. Alors maintenant, en Égypte, on soutient un dictateur militaire qui réprime son peuple, qui humilie ses militants, qui empêche toute action politique et civile au prix de la stabilité, soi-disant, et la lutte contre le terrorisme. Ouais. Tous les deux, vous écrivez ceci: de l'Algérie au Liban, à l'Irak, les nouvelles révolutions arabes racontent l'émergence d'un sujet politique débarrassé des vieilles assignations identitaires et confessionnelles institutionnalisées par les legs de l'État colonial. Vous voulez dire aujourd'hui qu'au Liban, par exemple, on descend dans la rue, quelle que soit sa confession? Ce qui est très impressionnant dans le cas du Liban et aussi de l'Irak, c'est que non seulement c'est des manifestations et des mobilisations qui mobilisent en fait un champ social très large, sunnites, chiites, chrétiens, etc., dans un contexte où, au contraire, politiquement, on est resté dans quelque chose de très clivé, de très clientéliste. Et surtout, ce qui est remarquable, c'est que la rue chiite, par exemple, dans le cas libanais ou dans le cas irakien, est mobilisée contre les milices chiites dans un cas, le Hezbollah dans l'autre, alors que cette population chiite, les populations chiites ont été les bases, de longue date, les bases de ces appareils-là. Et aujourd'hui, elles sont, on voit des gens qui sont capables de remettre en cause finalement la domination de ces groupes religieux, de ces affiliations-là. Donc ça, c'est absolument remarquable. Qu'est-ce qui a changé? Hier, on parlait sur ce plateau, on faisait le bilan de la décennie justement qui vient de s'écouler, qui a bouleversé le monde arabe. Vous connaissez beaucoup la Syrie, où vous avez des racines, Salam Kawakibi. Qu'est-ce qui a changé à l'époque? C'était un mot qu'on entendait beaucoup, karama, la dignité, c'est ça, c'était aussi le dégagisme. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué? Quelles sont les revendications?
Maintenant, on voit l'émergence d'un, si on ose dire, panarabisme du peuple. C'est pas les dogmes, c'est pas le discours vide qui nous a bassinés durant des décennies sur le panarabisme, sur les objectifs communs. Maintenant, il y a des objectifs communs au niveau de la rue. Vous faites un parallèle avec ce qu'on a vu en France, les gilets jaunes, tout ne se vaut pas, mais les gilets jaunes en France, on a vu des manifestations au Chili, on a le sentiment effectivement que les peuples descendent désormais beaucoup plus facilement dans la rue face aux élites. Tout à fait. Et je crois que, contrairement à la logique historique ou à la logique peut-être géographique, ce qui s'est passé durant ces dernières années dans le monde arabe a inspiré pas mal les pays du Nord. C'est-à-dire, on a, malgré la démocratie dans les pays du Nord, mais quand même, la prise d'initiative est venue, l'étincelle est venue plutôt du Sud. Pour une fois, il faut nous reconnaître cela. Merci beaucoup Salam Kawakibie et merci Claire Talon d'être venue sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde.